Es-tu en mesure de déterminer volontairement ta prochaine pensée? C'est une question intimement liée au travail de mon invitée du jour, Evelyne Degers, accompagnante des passages de vie. Evelyne marche aux côtés de celles et ceux qui traversent des crises, non pour les réparer, mais pour leur permettre de retrouver la paix et d'oser être pleinement eux-mêmes. Elle nous invite justement à relâcher ce contrôle mental et à reconnaître des illusions à travers lesquelles nous vivons, afin de laisser la vie se révéler simplement à chaque instant. Evelyne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour l'instant pâquerette. Le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi, ou avons tendance à nous enfermer dans notre propre émotion. Je vous propose d'explorer avec mes invités la maîtrise des émotions et d'ouvrir vos horizons. Il n'y a pas que l'application Pâquerette pour gérer ses émotions, ça se saurait. Belle écoute! Bonjour Evelyne, Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté cette invitation. avec grand plaisir. Et puis on est quand même dans un joli lieu, je tiens à le Ouais, c'est dire. vrai. Nous sommes à l'hôtel particulier à Asnières. Je remercie pour aujourd'hui l'enregistrement. Alors, ma première question. Si tu devais te présenter, non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommerais-tu en premier? Alors la plus évidente, c'est la liberté. Ah. Et c'est celle qui rassemble même presque les deux autres. La liberté d'être, la liberté de faire, la liberté de choisir, de vivre comme on veut, en fait. Et les deux autres, c'est le respect et la justice. Le respect qui va de la même façon avec finalement la liberté, puisque c'est le respect le plus profond des personnes que j'ai face à moi, de leurs paroles, de leur chemin, de leurs idéaux, de leur vision de la vie. Et de la justice, parce que je pense qu'il y a une place pour toute chose, que tout a du sens, mais il faut laisser justement cette place à la juste place de chacun dans sa vie. Donc pour toi, donc la liberté, c'est ta première en fait valeur, la liberté d'être, de faire, dans le respect de la justice, on pourrait. Oui, en gros, c'est à peu près ça. C'est vrai que c'est trois valeurs différentes, mais en même temps qui se rassemblent pas mal, en tout cas dans la façon que j'ai de les faire vivre. Que tu as de les faire vivre, ou est-ce que c'est des valeurs qu'on dit de toi, ou c'est vraiment des valeurs qui te tiennent à cœur? Oui, c'est un peu des deux. La liberté, c'est une valeur que j'incarne vraiment profondément. Le respect, effectivement, la justice aussi, mais c'est aussi une façon, effectivement, de les faire vivre dans ma vie, du coup, de les défendre aussi d'une certaine façon. Ouais. Qu'est-ce que tu entends, toi, par liberté? C'est dire tout ce que l'on veut tout le temps, ou de faire tout ce que l'on veut tout le temps? C'est un tout. Je crois profondément que chacun, finalement, a sa propre trajectoire de vie, qu'il a sa propre essence d'être, qu'il a ce qu'il a de meilleur à apporter dans ce monde, qu'il a du coup son propre cheminement pour que ça se révèle à lui et qu'il puisse finalement à un moment donné l'offrir au monde. Et du coup, c'est la liberté de tout ça. La liberté à un moment donné d'être dans sa posture, d'être dans ses idées, d'être dans ce qu'on a envie de faire, d'être dans une façon d'être à la vie qui fait que ça s'exprime librement, encore une fois. Et le respect, tu entends, aurais-tu un exemple en fait de cette valeur du respect? Le respect, pour moi, par exemple, qui suis accompagnante, justement, par exemple, je peux avoir mes propres idées, je peux avoir ma propre philosophie de vie, je peux avoir une philosophie d'ailleurs qui va du rationnel au spirituel. Les personnes que j'accompagne, même si je les aide du coup effectivement à atteindre un certain niveau de paix dans leur vie, qui peut s'approcher beaucoup de la vie spirituelle, si à un moment donné ce sont des personnes qui sont hyper cartésiennes, je vais rester dans leur registre. C'est le respect de ce qu'elles sont, ce qu'elles ont envie d'expérimenter dans leur vie, ce qui est vraiment juste pour elles. Donc je me cale par rapport à la personne, par exemple, que j'ai face à moi. D'accord. Et c'est une forme de liberté, parce que de respect et de liberté de l'autre. Oui, et tout est juste. C'est-à-dire que la personne peut très bien ne pas avoir le même cheminement que le mien, mais ça n'empêche que de son côté à elle, c'est parfaitement juste.
Mmh. C'est ce que tu entends sur la justice, le côté Ouais, juste, oui. ou est-ce que oui? Oui, c'est pas forcément à un moment donné défendre les victimes contre des bourreaux potentiels, etc. C'est plus la justesse de chaque chose, de chaque événement, de chaque particularité de chacun. La justesse de la particularité de chacun. J'aime beaucoup cette phrase. Je note. Très bien. Et donc on a cette liberté, ce respect, cette justice. Est-ce que tu as d'autres valeurs que tu penses incarner ou que tu incarnes? Alors bah après, on en a tous beaucoup plus, hein. Oui. L'honnêteté, la vérité, l'authenticité, la spontanéité, Et oui. tout plein de choses, ouais. Mais ces dernières années, je me suis surtout, j'ai surtout vu que finalement, il ne s'agit pas forcément de se définir derrière des valeurs particulières, mais de, encore une fois, de laisser être ce qui est et de voir ce qui émerge. Et à travers ça, ça amène finalement presque beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression, parce qu'on se rend compte que même si on peut défendre, par exemple, une certaine honnêteté, eh ben, il y a des fois, on l'est pas toujours, d'une façon ou d'une autre. C'est pas pour autant qu'on va les voler dans les magasins, hein, qu'on s'entende bien. Mais parfois, on peut effectivement déroger un peu à ce souci d'honnêteté, par exemple. Et du coup, sur ces dernières années, ça m'a surtout amené à lâcher toute forme d'identification et du coup de définition de je suis ceci, je suis cela à travers justement ce genre de notions, et plus d'accepter qu'on est dans cette possibilité d'incarner absolument tout. C'est drôle que tu dis ça parce que ma question sur les valeurs, c'est vraiment ça. C'est de pas caractériser une personne par ce qu'il a fait ou ce qu'il est sur ses étiquettes, mais sur ce qu'il est aujourd'hui. Et peut-être que si je te repose cette question dans un an, tu auras d'autres valeurs à me dire. Ah oui, Et c'est oui. ça qui est chouette. Je peux même te donner un exemple vécu il y a quelques années. Allez, aux alentours de 2016-2018, j'étais beaucoup plus dans cette envie de me définir à propos de mes valeurs. Et à l'époque, c'était les libertés, la sécurité, la famille. La famille, c'était quelque chose de très, très important. Et à l'époque, la famille, pour moi, c'était quatre sous le même toit. Ce qui fait qu'on vivait des situations de couple qui étaient quand même assez difficiles avec mon ex-mari. Et néanmoins, je m'accrochais vraiment, vraiment, vraiment très fort à cette notion de famille, quatre sous le même toit. Et jusqu'au jour où il a fallu qu'on divorce et où je me suis rendu compte que la valeur famille, c'est aussi trois sous le même toit, que ça peut avoir une souplesse beaucoup plus importante, qu'au fond, on a des enfants qu'on partage entre nous et que la famille, qu'est-ce que c'est? Elle le sera toujours d'une façon ou d'une autre. Et à l'époque, quand je commençais du coup à accompagner sous ces notions-là et que je questionnais sur justement, c'est quoi vos valeurs? Pour pouvoir voir là où vous vous mettez en colère, pour pouvoir voir là où vous êtes plus détendu. À l'époque, j'amenais aussi cette notion que il y a la valeur, mais il y a aussi toutes les croyances attachées à cette valeur, notamment comment on les fait jouer. Et pour certains, par exemple, la famille, c'est quelque chose d'important, mais ça va être joué effectivement de multiples façons que simplement ce que j'avais de façon restrictive, quatre sous le même toit. Et c'était aussi une façon de voir que, par exemple, pour deux personnes qui ont une valeur respect, certains, comme je dis encore à l'heure actuelle, vont être très attachés à la politesse, d'autres vont être très attachés à, par exemple, la propreté d'un lieu, le respect de cette propreté, tout ça. On a chacun notre façon de faire vivre toutes ces valeurs-là. Donc, depuis ces dernières années, je me suis surtout finalement détachée de ces étiquettes, parce que les étiquettes peuvent dire tout et n'importe quoi, et puis c'est surtout que finalement on les découvre au fur et à mesure de chacun de nos pas. Eh ben, merci pour J'en ces prie. points des valeurs. Alors, je vais poser ma première question parce qu'on est quand même à parler des émotions. Ce Oui. qui m'intéresse, c'est comment réagis-tu quand tu es en colère? Et qu'est-ce que tu fais pour lâcher cette colère? Alors, curieusement, je ne fais plus rien. J'accueille ce qui est. C'est-à-dire qu'avant, je cherchais justement le pourquoi, le comment, le comment faire pour finalement m'en défaire, etc., etc. Et pareil, sur ces dernières années, je me suis rendu compte qu'au fond, finalement, accueillir et être en mesure d'accueillir, c'est là que finalement est plus dorénavant la difficulté. Ce n'est pas comment me défaire d'eux, mais comment accepter que ce soit déjà là. Donc, accueillir totalement ce qui est, c'est la seule chose que je m'attache à faire. Et quand
quand on pratique ce genre de choses régulièrement et de plus en plus, on s'aperçoit que le cycle de vie d'une émotion est finalement très rapide et que moins on cherche finalement à faire en sorte que ça ne soit plus là, moins on alimente ça de façon mentale et plus ça nous quitte rapidement. Donc, la colère, c'est une chose, la tristesse, toutes les émotions, c'est la même chose. Et pendant un temps, d'ailleurs, je disais à l'époque, mais finalement, si vous regardez bien, par rapport à la peur, par exemple, c'est extrêmement rare les moments où on a peur vraiment. Mais par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a souvent peur d'avoir peur. Donc c'est tout le jeu aujourd'hui avec les émotions qui continuent à me traverser, bien sûr, régulièrement. C'est à chaque fois d'être dans une posture la plus détendue possible par rapport à ça, d'être dans l'accueil de ce qui est là. Et alors ça, c'est ce que tu fais, mais comment tu vois que tu es en colère? Ah bah là, ça s'exprime très facilement. Tu jettes. Le voir, c'est pas difficile. C'est effectivement, ça s'exprime par le corps, par la parole, par les gestes, par le regard, pour ce qui est de la colère, par exemple. Oui. La tristesse, assez naturellement, ça va être de moins en moins, cela dit, ça va jusqu'aux pleurs. C'est vraiment très très rare maintenant. Mais c'est un sentiment profond. C'est toujours corporel, de toute manière, les émotions. Elles sont, c'est une forme d'expression qui s'exprime par le corps, par une chimie du corps. Alors là, on parle de la colère. Ouais. Maintenant, j'aimerais vraiment parler de la peur, justement, sur la même question. C'est donc la peur d'avoir peur, mais comment tu réagis quand tu as peur? Et donc, si j'ai bien compris, comment tu fais pour ne pas avoir peur et être à ce moment-là, là, comme tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'accepter d'avoir peur. Est-ce que déjà, comment tu réagis quand tu as peur? En fait, alors comment je réagis, selon, ça va être différent selon les situations. S'il y a un camion qui me fonce dessus, quelque part, le corps va réagir tout seul. Le reste du temps, c'est plus comment je vis ma peur, c'est plus ça va être une forme de stress sous-jacent ou une forme de manifestation physique. Tu vois, mais force est de constater quand même que ça arrive de moins en moins souvent. Donc j'ai pas eu de grande peur, tu vois, ces derniers temps. Ça veut pas dire que j'ai pas traversé des choses compliquées. J'ai eu une année 2025 très chahutée, comme bon nombre Oui, c'est ce que j'allais dire. je pense. Hein. On est nombreux sur ce terrain-là. Mais je vois bien combien les émotions sont beaucoup plus tranquilles aujourd'hui. Maintenant, je te dirais que comment je fais, en fait, je ne fais plus rien. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a permis ça, c'est d'acter définitivement qu'une émotion qui est là, elle est là. C'est aussi radical que ça. Et cette radicalité, contre laquelle je ne me défends plus, fait que l'émotion est beaucoup moins forte parce qu'elle n'est, encore une fois, je suis moins dans la résistance contre cette émotion. Comme j'ai admis qu'une fois qu'elle était là, elle était là, je constate d'office qu'elle est quelque part déjà accueillie, tu vois. Oui. Et du coup, il y a moins de résistance et elle passe plus vite. Maintenant, dire ça veut pas dire que c'est pas une pratique malgré tout pour en arriver là. Oui. Tu vois, c'est vraiment ce que je te disais juste avant, c'est que et finalement, ce que j'ai travaillé entre guillemets en amont, c'est ne plus avoir peur de mes émotions, ne plus avoir peur d'avoir cette peur. La peur surgira un jour ou l'autre. Si un jour, je sais pas pour quelle raison, mais je sais pas, n'importe quel incident, je me fais cambrioler, j'ai un camion qui me fonce dessus, tout à coup, il arrive un accident à ma fille. Enfin, je veux dire, il est totalement exclu que je n'ai pas peur. Et c'est OK, les émotions font partie de la vie. Dorénavant, ce qui m'aide du coup à les vivre de façon si apaisée, c'est d'avoir compris ce truc-là, d'avoir compris que finalement elles font partie de ma vie et que au fond, elles me traversent sans m'atteindre au-delà de ce chahut chimique dans lequel je suis à un instant T. Et que ce chahut chimique, il est là, il va passer et c'est OK. Et que si je veux bien même le reconnaître pour ce que c'est, les peurs font tellement partie de notre vie que c'est presque le sel de la vie. Oui. Et la preuve, c'est que on n'en vit tellement pas assez
qu'on va au cinéma pour en vivre encore plus, on lit des livres pour en vivre. On va à des escape games. On va dans des escape games, on va dans des parcs d'attractions selon nos résistances et nos envies d'aller justement jouer avec ce chahut chimique. Mais on aime les émotions. Je crois que ces dernières années, c'est ce qui m'a vraiment permis de m'apaiser par rapport à tout ça et d'être dans cet accueil plus confiant. J'aime on aime les émotions, oui. Mais oui, on s'ennuierait en fait. C'est une évidence. Après, forcément, quand on en vit certaines, entre guillemets, vécues dans la vraie vie, oui. On aime beaucoup moins les vivre que quand on les vit dans un parc d'attractions. Mais au fond, je crois que ce qui est la difficulté de ce que l'on vit aujourd'hui, et ça fait partie des choses que j'accompagne, c'est de reconnaître, de pouvoir se remettre dans cette idée que la vie est un jeu et qu'elle n'est pas un enjeu. C'est beau. Des fois, ce que je raconte aux personnes que j'accompagne, c'est mais de toute manière, la pire des choses qui puissent nous arriver, pour la plupart d'entre nous, c'est de mourir. Et pour autant, c'est ce qui va tous nous arriver un jour ou l'autre. Donc, il y a une forme de radicalité dans ce que j'ai vécu ces dernières années par expérience et dans ce que je transmets, qui est, mais la plus grande des difficultés, c'est finalement de réaccepter de vivre la vie. Une fois qu'on l'a réaccepté à nouveau, d'être dans cette incarnation avec tout ce que ça suppose, les difficultés corporelles, les difficultés émotionnelles, intellectuelles, ce mental qui part dans tous les sens. Quand on est dans une profonde acceptation de ça, finalement, ça veut pas dire qu'on va se mettre de côté, justement, toutes ces émotions, ces pensées, ce corps qui se dégrade avec le temps, etc., etc. Ça, c'est la base de la vie. C'est le jeu que l'on est amené à vivre tout ce temps qu'on est. Mais par contre, on s'enlève une surcouche supplémentaire et non des moindres, qui est celle de toute cette résistance à ça. Oui. C'est ce que tu transmets dans tes coachings ou c'est ce que j'accompagne dans tes accompagnants, mais aussi dans tes livres. Dans les livres et dans ma façon de vivre que j'ai. Enfin, vraiment, c'est que tu vois, c'est au-delà même de le transmettre, c'est pas de la théorie pour le coup, même je le vis pleinement. Et oui, les livres, c'est aussi cette idée. Alors, ce sont des tout petits livres effectivement qui étaient en autopublication, qui ne le sont plus, qui vont être pour le coup édités, qui vont sortir plus officiellement en mars 2026, mais qui guident par le regard de la personne, par le biais de son expérience intime, qui guide le lecteur, qui invite le lecteur à revenir à une forme de présence, au-delà de toute forme d'identification et du jeu de la vie, au-delà de toute forme en fait de ces moments où on est complètement pris par le jeu de la vie, mais une forme de présence plus globale de ce que nous sommes, qui est effectivement ce pouvoir de l'accueil au final, et de cette présence en fait à tout. Et il y a pas une Evelyne au travail, une Evelyne là aujourd'hui, une Evelyne à la maison. Et c'est peut-être aussi ce que tu veux, c'est ce que tu es et ce que tu veux transmettre, c'est que on soit la même personne au travail, dans la famille, dans la rue ou autre. C'est en fait, c'est très paradoxal tout ça, mais c'est d'aider les personnes finalement à se défaire de tout masque inutile. Et de revenir simplement ici maintenant dans ce qui s'exprime ici et maintenant tel que ça se vit déjà et tel qu'on est déjà. Et en même temps, c'est là où c'est paradoxal, c'en est amusant, mais c'est là où on revient aussi la notion de jeu et non plus d'enjeu, c'est de reconnaître que malgré tout, on peut pas ne pas vivre avec des masques, des rôles et autres. Bon, fut un temps, là, c'est pas le cas, mais fut un temps, j'étais donc la conjointe de mon mari, en même temps, j'étais la mère de mes enfants, j'étais la fille de ma mère, je suis toujours toutes ces casquettes-là, elles évoluent, elles bougent, tout au long de la journée. Là, je suis l'interviewée, tu es l'intervieweur, et puis demain, peut-être qu'on fera l'inverse. Enfin bon, bref, c'est tous ces rôles-là qu'inévitablement on joue dans la vie. Simplement, on vit une vie beaucoup plus souffrante quand on croit vraiment fort à tous ces rôles, qu'on les place comme des rôles importants, des rôles vraiment, voilà, c'est attention quand même, je suis ceci, cela, voilà. Et là, pour le coup, effectivement, c'est de se défaire de ça, de revenir au jeu que c'est au final,
de le voir comme des rôles, des jeux de rôle et c'est Alors, tout. donc là, on a parlé de la colère, on a parlé de la peur, on a brièvement parlé un peu de la tristesse, hein, que tu as dit, bah voilà, c'est d'accepter cette Ouais, émotion de la tristesse, toujours par les larmes, par exemple, ouais. ou qu'est-ce qui se passe de manière chimique, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose important pour toi, en fait, d'avoir cette définition de l'émotion par ce côté chimique qui se passe dans notre corps, hein, si j'intègre Ouais, bien, si ouais. j'en, alors j'ai envie de parler du stress qui n'est pas une émotion, mais un mot dérivé Mmh. des émotions. Bah, comment est-ce que aujourd'hui, pareil, est-ce que tu es dans l'accueil? Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au stress? Bah, en fait, effectivement, c'est le même genre de choses que pour les autres émotions. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'à ne plus avoir peur d'être stressée, Mmh. finalement, le stress vient moins souvent me cueillir. D'accord. C'est, il y a plus, c'est très rare que c'est très rare que ça vienne me cueillir et c'est, très succinct, ça passe très vite. Parce que pareil, une autre notion que je peux amener là, dans ce que je peux remarquer aujourd'hui, dans ma façon de vivre par rapport à avant, c'est que, le stress est souvent amené soit par des ruminations du passé, soit par des projections du futur. Mmh. On se reproche tout un tas de choses par rapport à des choix qu'on aurait pu faire qui auraient été soi-disant, les mauvais, ou parce qu'on n'a pas été la personne qu'on aurait voulu être, ou alors on projette nos idées. Demain, voilà ce qui va se passer si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, si j'ai pas cette idée formidable qui va enfin me sortir de telle et telle situation. Et sur le chemin que j'ai vécu ces derniers temps, il y a eu un retour à ici maintenant, beaucoup plus fort, qui a été fortement aidé par, une simple question qu'une personne m'a proposée, que je vous propose aussi, qui a été, «Es-tu en mesure de définir volontairement ta prochaine pensée?» Mmh. Cette question-là, pour la personne hyper contrôlante que j'étais, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, hein, elle m'a totalement désarçonnée et elle a, fait tomber totalement l'idée que j'avais un contrôle dans la vie, sur moi, sur autrui et autres. Hem, Elle m'a montré combien c'était une illusion avec laquelle je jouais et je continue à jouer. Quand je vais à la boulangerie, je choisis bien, semble-t-il, entre un éclair et une Un religieuse croissant. au chocolat. Il semblerait bien que je choisisse. Mais en fait, cette simple question: «Es-tu en mesure de déterminer volontairement ta prochaine pensée?» Tu peux la tirer aussi: «Es-tu en mesure de déterminer volontairement ton prochain élan, Mmh. ta prochaine préférence?» En remettant en cause ces affaires-là, je me suis rendu compte combien finalement le choix entre l'éclair ou la religieuse, ou le chocolat, au café, bah, derrière ça, c'est déterminé par, toutes mes préférences, tous mes goûts, toute, ma chimie corporelle, encore une fois, par, toute mon éducation, par toutes mes expériences de vie. Si un jour j'ai été malade à vomir mon éclair au café, Tu vas pas en vouloir. évidemment que je ne vais plus avoir les langues de la même façon, tu vois? De la même façon, c'est déterminé par tous les éléments en présence. S'il y en a, s'il y en a pas, si j'ai déjà mangé, si j'ai pas, Mmh. voilà, et cetera, et cetera. Et de me poser ces questions-là et de les poser vraiment, une bonne fois pour toutes sur la table et de me rendre compte et d'acter la conclusion qu'elle portait. C'est-à-dire que, mais en fait, à chaque choix que j'ai l'impression de faire volontairement, finalement, c'est un ensemble de circonstances qui font que le choix tombe par lui-même. Mmh. Mais finalement, derrière tout ça, quand tu le comprends et quand tu l'intègres vraiment profondément, où est-ce qu'il peut y avoir du stress dans tout ça? Le stress Mmh. suppose qu'il y ait un choix à un moment donné. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je Oui. pourrais faire correctement ou est-ce que je ne pourrais pas faire correctement? Mais quand tu as cette évidence devant les yeux qu'au final, de toute manière, les choses vont s'orchestrer en fonction des éléments en présence et en fonction de ce que tu seras, en fonction des pensées qui vont venir à toi, que tu n'auras même pas décidé, qui vont venir ou qui ne vont pas venir, comment peux-tu avoir réellement du stress dans tout ça? Mmh. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas, parce que Evelyne, quelque part, a fait quelque chose de surhumain pour gérer son stress. Le stress est tombé parce qu'en fait, il est vu que, le stress est bâti sur une illusion qui n'a pas forcément, lieu de continuer à être.
Et c'est une illusion qui est vue pour ce qu'elle est. C'est un jeu avec lequel on joue, de jouer avec des, semble-t-il, choix. Mais au fond, le choix s'impose de lui-même. J'adore. Cette question, elle a eu un effet de griller mon cerveau. Je le dis. Il a grillé le mien depuis. Je ne suis absolument plus contente. Je ne pourrais même pas la redire, la question. Donc, je te laisse la redire pour nos auditeurs. Bien sûr, es-tu en mesure de déterminer volontairement ta prochaine pensée? Je vous laisse cette réflexion sur le stress. Moi, je vais essayer d'infuser ces mots. Alors, nous avons parlé de la colère, nous avons parlé de la peur, nous avons parlé de cette question donc du stress, nous avons parlé de la tristesse, et j'aimerais parler de la joie. On ne parle pas assez de la joie, ou parfois la joie est un peu trop déroutante, parce que trop excitante, j'ai envie de dire. Comment réagis-tu dans ta joie? Est-ce que tu sautes partout? Ça, c'est voilà une émotion un peu plus facile parfois à mettre des mots physiques, peut-être. Et alors, c'est marrant parce que effectivement, la joie, c'est pareil. Je l'ai réexplorée différemment ces dernières années, pareil. Il s'est passé un concentré là sur les trucs. Je pense que tout le monde a eu un concentré ces dernières années. Ah oui, non, incroyable. Mais la joie, je la voyais comme cette, effectivement, cette émotion exubérante, pétillante, quelque chose de très débordant. Et c'est encore comme ça qu'elle s'exprime quand j'ai des moments qui le font venir. Mais j'ai découvert quelque part une joie plus subtile, beaucoup plus intérieure, qui est comme une forme d'évidence de quelque chose de joyeux. Mais alors là, pour le coup, ça touche à des choses, c'est un peu, pour l'imager, c'est un peu comme, la différence entre l'amour qu'on va avoir pour un conjoint qu'on rencontre récemment, où on va ressentir cet amour très, très fort, très là, encore une fois très physique, avec, vraiment, quelque chose de très attractif pour, l'autre. Et l'amour qu'on a pour nos enfants, où ça fait évidence, mais pour autant, il n'y a pas le phénomène physique, il n'y a pas les symptômes quelque part de l'amour que l'on peut avoir quand on est fraîchement dans une... Les petits papillons dans le voilà, ventre, choses ce comme genre ça de qu'on peut trucs-là. identifier. Et la joie, je l'ai redécouverte du coup sur ces deux genres d'aspects. Il y a toujours cette joie effectivement qui peut se présenter quand il y a un grand éclat de rire, un truc vraiment super nouvelle, l'édition de mes bouquins, où je ne suis pas redescendue pendant 3 jours, c'était waouh, le rêve d'enfance qui se réalise. Mais aujourd'hui, je dirais que je vis également, de façon beaucoup plus permanente, et curieusement également quand il y a des moments de tristesse, de colère et autres, une forme de joie qui est beaucoup plus intérieure, et donc qui est une forme plus en arrière-fond en fait, en permanence, et qui est liée à un émerveillement en fait de la vie qui s'orchestre, de voir en fait cette magie des synchronicités, de voir comment, encore une fois, tu vois, c'est ce que j'expliquais juste avant, les pensées qui surgissent, les idées qui surgissent, qui donnent corps à tout un tas de projets. La beauté de cette vie, en fait, la moindre chose, les fleurs, le ciel, et cette joie-là, elle se manifeste pas, heu, encore une fois, dans le corps, dans ce qui peut paraître visible extérieurement, mais c'est une joie plus profonde qui m'accompagne en permanence. Alors, j'avais une dernière question. Vas-y. Peut-être que ça va réunir avec ce que tu dis. Est-ce que cela t'arrive de ne pas ressentir d'émotion et d'être dans cet espace de neutralité? Oui, oui, la conscience, l'unité, la présence, effectivement, celle que je cherche à faire goûter à travers ces livres, du coup, L'arrogance du savoir et Le mirage de la réussite, et puis ceux qui sont à venir aussi du même ordre. Mais oui, cette forme, là, pour le coup, les mots le décrivent très difficilement, mais c'est une forme d'évidence, une forme de présence, une forme de conscience de faire partie d'un tout, et non pas d'être séparé du tout, en fait. Et à travers cet espace-là, il y a effectivement pas d'émotions telles qu'on les vit dans notre forme incarnée, mais par contre, il y a des caractéristiques qu'on peut lui reconnaître, une forme de joie donc beaucoup plus profonde, un goût de l'amour, mais pareil, qui est un amour qui englobe tout,
une forme de liberté qui n'est pas la liberté de pouvoir faire tout ce qu'on veut, comme on veut extérieurement, mais qui est une liberté parce que c'est une liberté d'être tout ce que l'on est déjà finalement, qui ne peut pas être, ne pas être en fait, qui ne peut pas ne pas être. Une forme d'abondance, c'est ces mots-là qu'on arrive à mettre dessus, de paix profonde, de sérénité profonde. De paix, de sérénité, d'émerveillement. Est-ce que tu vois, Exactement, ouais. tu Bah, ouais. identifiais la joie comme émerveillement, mais finalement, est-ce Ouais, c'est que ça. on peut parler de cette neutralité qui est ça? C'est ça, c'est ça. C'est à la fois on peut mettre ces qualificatifs-là, donc effectivement, par exemple, la paix ou la joie, et en même temps, ça n'est pas émotionnel parce que Mmh. c'est tellement profond dans ce que l'on est, que ça ne se traduit pas de façon manifestée. Mais par contre, il y a une évidence que c'est ce que c'est. On sait je sais que je sais. C'est ça, c'est ça. C'est pareil, il y a plein de mots, la foi, la confiance, la Mmh. gratitude, La tous ces grâce, mots-là toute qui cette, exactement, la grâce, la plénitude, la béatitude, qui sont autant de mots qui finalement, rejoignent et là, cette chose-là. on pourrait dire qu'on n'a pas d'effet chimique pour Ouais, cet espace de neutralité, ce qui le différencierait de nos émotions. C'est-à-dire que, c'est autre chose que corps physique, c'est chimique. ça. C'est, on va dire, un ressenti, mais comment tu pourrais, toi, identifier si c'est pas chimique? Moi, je le mets vraiment sous le compte d'une évidence. Mmh. On sait. Quand on le D'accord. touche du doigt, il y a comme une forme de «je sais». Ouais. Je sais ce que c'est. Et hem et pour, toutes les personnes qui peuvent l'avoir, conscientisé ce truc-là, c'est on n'a même pas forcément besoin de mots, juste voilà, un sourire, un Ouais. regard, on sait à quoi ça fait référence. Parce qu'il y a quelque chose que là, à cet endroit-là, qu'on partage tous. C'est tous la même chose. Mais ça c'est pas manifesté et d'ailleurs, donc ce qui m'a conduite là, c'est un éveil spirituel sur ces dernières années et je me suis intéressée du coup, comme tous les chercheurs spirituels, je me suis rapprochée, de ceux qui pouvaient m'aider sur ce cheminement-là et j'ai pu voir combien il y a cette facilité que l'on a sur ce chemin d'éveil spirituel, même à s'égarer ou à se retrouver dans des impasses quand on est dans cette croyance à un moment donné que l'éveil, notamment, se traduit par quelque chose qui est de l'ordre du manifesté. Mmh. Par des expériences, par, une forme de reconnaissance, effectivement corporelle, chimique, quelque chose qu'on verrait. Moi sur ce terrain-là, je m'attendais à un moment donné à voir quelque chose vraiment avec mes yeux, un truc différent. Quand j'entendais toutes ces personnes qui parlaient de leur propre cheminement, je me disais: «Mais tu sais, mais comment je dois voir les choses?» Mais c'est un regard tellement intérieur que Ouais. c'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc là, oui, ça n'est pas manifesté clairement. Mmh. Cette partie-là de ce que nous sommes, qui est vraiment la plus profonde, l'essence même de ce que nous sommes, elle n'est pas à rechercher, sous l'angle de la vie manifestée de tous les jours et de ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, quand on le touche du doigt, ça fait profonde évidence de ce que c'est. Mmh. Merci beaucoup Ben, je pour, t'en prie, d'avoir, exploré, les émotions, d'avoir grillé mon cerveau, d'avoir pris ce temps de sur, je t'en prie. le mot dérivé, les mots dérivés de stress et je remettrai Mmh. la question, Ah mais tu et peux. puis tous les liens, pour te retrouver avec, ces livres qu'on attend donc pour mars, Mars 2026, dans normalement le tout, 5 mars les 2026. librairies, et Exactement. autres, grandes La culture, c'est ça. distributions, Ouais. culturelles. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que Merci tu as Cécile. un mot de la fin? Est-ce que tu aurais envie de rajouter Et quelque chose? j'aurais juste, envie de dire merci la vie. Parce que Mmh. franchement, alors je sais ô combien elle peut être chahutée à l'heure actuelle et j'ai beau le dire avec tout grand sourire comme ça. J'ai eu mon lot de chahuts cette année. Hem, mais heu, mais quand on arrive à la voir pour ce qu'elle est, il y a vraiment une magie à aller retrouver. Mmh. Voilà, Merci. je t'en Merci prie. beaucoup. Merci.